Voilà, nous sommes à notre troisième visioconférence de notre programme d'un festival à l'autre sur le climat. Je rappelle l'idée de base, lorsque avec l'équipe du festival, on s'est senti très frustrés de ne pas avoir fait un festival normal, évidemment à cause du confinement, à cause du Covid. Moi, j'avais l'idée très forte qu'il fallait absolument agir pour le climat. Et nous, dans notre façon d'agir pour le climat, c'est ce genre d'opération qu'on peut faire directement et de faire connaître, d'ailleurs ce sera un peu le sujet du propos tout à l'heure, c'est de faire connaître la situation, de faire connaître, de sensibiliser les gens à cette urgence-là et surtout de positiver autant que possible pour dire que des solutions existent. C'est vraiment la trame. Donc, on s'est dit, on va sûrement tomber sur des gens super pour nous aider. Eh bien, banco, on est tombé sur Nathalie et Laurie, qui sont là. Et alors, on ne pouvait pas mieux tomber. Donc, deux apprenantes de l'UMIA et qui se sont lancées à corps perdu dans cette affaire et qui nous épatent toujours par leur façon extraordinaire de mener les choses, de les penser, de les imaginer et le nombre d'outils qu'elles ont à leur disposition, qu'elles ont trouvé pour nous faire partager tout ça. Donc, il y a eu beaucoup de rencontres scolaires, vous pourrez peut-être en dire deux mots, mais et ça, c'était important, même malgré le confinement, malgré les difficultés, malgré tout ça, on a quand même réussi à faire pas mal de rencontres scolaires avec des tout petits, compris maternels, jusqu'aux plus grands. Ils ont fait des rencontres sur les marchés, enfin voilà, à la médiathèque aussi, et puis nos visios. Voilà, ça, c'était important, et vous dirons le reste aussi avec les milieux professionnels. Et ces visios, c'est notre troisième. La première était globale, c'est vraiment la situation, je dirais, mondiale du climat. Ensuite, on s'est rapproché de la région avec Monsieur Guyot, qui nous a rapprochés de nos responsabilités régionales et de nos risques régionaux aussi. Et c'était aussi extrêmement intéressant. Et puis aujourd'hui, j'ai souhaité qu'on soit vraiment dans le local, c'est-à-dire les solutions locales à notre portée à tous en tant que citoyens, mais à tous aussi en tant qu'association, en tant que collectivité, partout où on peut agir. Et alors, c'est vraiment les ressources locales et circuits courts aujourd'hui, parce que on a tous les gens qui vont intervenir sont quasiment de Montsartou, soit des adjoints de Montsartou, soit de l'UMIA, soit de JVS, soit de la MEAD. Donc, on ne peut pas faire plus local pour les solutions locales. Et je trouve ça formidable qu'on ait toutes ces ressources à disposition. Donc, et ces ressources, on ne peut pas les garder que pour nous. Donc, on a eu l'idée, qui est en train d'être un peu discutée, de faire quelque chose de plus large encore au mois de juillet. On a prévu un 10 juillet qui serait la fête pour le climat. Alors, c'est pas le titre, on va réfléchir au titre, mais quelque chose qui soit justement un rassemblement de toutes les solutions. Mais hier, il y a eu le printemps des possibles et on a eu une expérience dans le parc du Château, il faisait très chaud. Et on s'est demandé ce que ça pourrait donner un 10 juillet. Bon, voilà. Donc, on en est là de nos réflexions, mais bon, ça, c'est pour après. Là, je vais laisser la parole à Laurie et à Nathalie qui vont nous poser la question sur le plan local. Et ensuite, nous avons nos intervenants, Gabriel Plassa, Daniel Leblé, donc, je sais pas tous les noms sous les yeux, mais quelqu'un d'Améade, donc, qui est là. Et vous allez entendre tout le monde, ainsi que de l'UMIA, pour justement voir comment chacun à son échelle et là où il est et dans sa situation a fait ou est en train de faire quelque chose pour, ralentir à son niveau le réchauffement climatique. Voilà. À vous. Merci beaucoup Malou pour cette introduction. Je vais juste partager mon écran. Hop. Et hop. Voilà, super. Donc merci pour cette introduction. Je vais peut-être revenir rapidement parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui sont entrées en cours de route qui n'ont peut-être pas eu tout le contexte. Donc nous on s'appelle Nathalie juste ici et moi c'est Laurie. On est toutes les deux en service civique donc avec le centre culturel. On est aussi étudiante à l'UMIA qui est une école alternative à Montsartou et depuis janvier on porte le projet d'un festival à l'autre avec l'équipe du Festival du Livre, avec l'UMIA et avec la MEAD, la Maison de l'Éducation et de l'Alimentation Durable. Et on a fait plus d'une trentaine d'interventions et on a rencontré plus de 800 personnes dans toutes les interventions en école, sur les marchés, dans la médiathèque, sur les conférences en ligne. Malou en a déjà un petit peu parlé, elle a aussi parlé des 2 premières conférences qui ont été réalisées, une sur les enjeux globaux des changements climatiques et une qui était axée sur les enjeux locaux dans les Alpes-Maritimes.
Et à chaque fois, on avait un petit temps à la fin sur les solutions, mais les enjeux sont tellement complexes qu'on passait plus de temps à les comprendre parce que c'est aussi une partie très importante pour pouvoir agir de la façon la plus juste. Et du coup, on a eu cette volonté de faire une conférence entière sur les solutions parce que c'est aussi primordial. Et c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. Et pour peut-être recontextualiser juste un tout petit peu sur les enjeux, d'abord, pour vraiment creuser ça, vous pouvez revoir les 2 premières conférences si vous ne les avez pas déjà vues en ligne et en replay, soit sur la page YouTube, soit sur la page Facebook du Festival du Livre. Et voilà, je pense qu'on est aussi tous conscients aujourd'hui que c'est un enjeu fondamental parce qu'on est dans une situation d'urgence et que les émissions qui sont en pleine croissance de gaz à effet de serre ont amplifié justement le mécanisme d'effet de serre et ont augmenté la température. Aujourd'hui, on est entre plus 1 et plus 2 degrés à l'échelle globale. Dans les Alpes-Maritimes, on serait déjà passé à plus de degrés. Et cette augmentation de température, qui pour certains peut paraître petite, en fait, il ne faut pas confondre météo et climat parce que plus de degrés à l'échelle globale, ça a vraiment des conséquences énormes et sur tous les plans, sur les surfaces continentales, sur la cryosphère, les glaciers, dans les océans, sur les populations animales. Et c'est pour ça qu'on est dans une situation d'urgence où nos actions de maintenant déterminent en fait l'ampleur des changements climatiques. Donc voilà, encore une fois, si vous voulez creuser encore la compréhension des enjeux, on vous invite à aller vers ces 2 premières conférences. Mais donc là, on va être plus axé sur les solutions. Et en petite introduction, je vais laisser Nathalie prendre la parole. Ouais. Donc, en termes de solutions, il faut savoir qu'elles sont multiples et complémentaires, mais que tout d'abord, en fait, la première des solutions, c'est la sobriété, puisque l'énergie la plus sobre, la plus propre, c'est celle qu'on ne consomme pas. Ensuite, il y a également l'efficacité. Donc, l'efficacité, c'est limiter notamment les déperditions d'énergie, utiliser de la manière la plus efficace possible et efficiente possible cette énergie lorsqu'elle est nécessaire. Et enfin, poursuivre cette transition vers l'utilisation d'énergies renouvelables qui ne sont certes pas totalement, c'est pas la solution idéale, mais qui sont quand même très très décarbonées par rapport notamment aux énergies fossiles. Et pour aussi refléter cette idée très importante que les modes d'action ne sont pas opposables mais complémentaires, on entend aussi souvent une opposition entre ce qu'il faut plutôt construire, être dans la construction alternative ou plutôt militer contre ce qui n'est pas normal. En fait, ce qui est important, c'est de voir là-dedans que tous ces modes d'action sont importants et sont même vraiment complémentaires. Et on peut compter aussi comme 3 grands piliers axes d'action. L'éducation, pour vraiment transmettre tous ces enjeux, cette connaissance qui est fondamentale pour avoir conscience et avoir un regard lucide sur ce qui se passe. La construction d'alternatives, qui est aussi évidemment primordiale. Et aussi lutter en fait contre les grandes entreprises. Et là où il y a le plus d'impact, où il n'y a pas de volonté d'agir, ça peut être aussi un axe d'action. Et tous ces modes d'action, ils peuvent se faire à la fois dans le système, parce que c'est fondamental de changer le système de l'intérieur, que ce soit auprès des entreprises, auprès du gouvernement, des collectivités publiques, des associations, et aussi de construire des structures hors système ou alternatives qui préfigurent en quelque sorte, qui soient précurseurs sur les solutions à mettre en œuvre et qui aillent plus loin pour aussi inspirer cette action dans le système. Et cette transition, il faut qu'elle se fasse à toutes les échelles, aussi bien individuellement, en passant par la responsabilisation des citoyens, mais aussi à une échelle plus collective, avec notamment dans la gestion du territoire et sectorielle. Donc l'idée d'entamer une transition un peu dans l'ensemble des différents secteurs d'activité humaine. Et c'est ces 3 échelles qu'on va voir du coup dans cette conférence. On va d'abord un petit peu voir quelles sont les solutions et les leviers d'action qu'on peut mettre en place dans notre quotidien, chacune et chacun. Ensuite, on verra des solutions locales. On a aujourd'hui 8 intervenants et intervenantes qui nous parleront de leviers d'action qu'elles mettent en œuvre ici à Montsartou sur le territoire. Et enfin, on verra des pistes d'action à l'échelle plus globale, sachant que ces 3 échelles sont vraiment toutes importantes dans cette transition. Et pour commencer, donc sur les changements individuels, il faut d'abord comprendre d'où viennent nos émissions à chacun et chacune en moyenne ici en France. Donc on se concentre sur notre territoire.
On sait en fait que les émissions d'écosystèmes marins et terrestres et la Terre a une capacité de captation en carbone qui est limitée. Et si on ramène cette capacité au nombre d'habitants qui sont sur cette planète, on arrive à un budget carbone individuel de 1,8 tonnes équivalent CO2 par habitant et par an. Et en fait, si on dépasse ce budget carbone individuel, on dépasse en fait les limites planétaires de ce que la Terre peut supporter en termes d'émissions de carbone. Donc c'est pour ça qu'on se prend ce chiffre pour mesurer en fait là où on devrait être chacun individuellement en termes d'émissions. Et à droite, vous avez ici un graphique qui montre l'empreinte carbone des Français selon les secteurs. Et on voit en fait qu'aujourd'hui, le budget carbone individuel actuel des Français est à peu près 7 fois plus que là où on devrait être, donc ce qui est considérable. Et si on regarde plus en détail les principales sources d'émissions de carbone, on voit que c'est surtout le transport qui a un impact, avec d'abord l'usage de la voiture, aussi l'achat, puisque la construction des voitures est aussi émettrice, l'avion aussi, et un petit peu le fret. En termes de bâtiments, c'est surtout notre consommation d'énergie qui a beaucoup d'impact. En termes d'alimentation, on voit que c'est en grande partie la consommation de viande, que ce soit de bovins, ruminants, de porc, de volailles ou de poissons, qui a le plus gros budget carbone dans l'alimentation, et aussi les produits laitiers, les œufs. Et enfin, en termes de biens de consommation, c'est l'achat technologique qui a le plus gros impact, et aussi l'habillement et les achats textiles. Aux services publics qu'on intègre au bilan carbone. Au quotidien, on utilise des services publics, les hôpitaux, la poste, les écoles, tous les services publics qui ont en fait dans leur fonctionnement au sein des structures, des établissements, un impact. Et si on le comptabilise, ça fait aussi un poste qui est assez important. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus en détail dans chacun de ces postes. En tout cas, le transport, le bâtiment, l'alimentation et les biens de consommation, pour voir quel levier d'action on peut avoir pour réduire ça. On va commencer donc par les transports. Là, vous voyez une petite liste de pistes d'action, et en bleu, avec la petite flèche, ça représente justement le budget carbone dont on a parlé, auquel il faudrait qu'on soit chacun et chacune, qui est du coup à 1,8 tonnes, donc à 1800 kg de CO2 équivalent. Et on voit tout de suite en fait qu'un aller-retour Paris-New York en avion, on dépasse déjà ce budget carbone, on est plutôt à 2500 kilos de CO2 équivalent pétrole, alors que si on prend par exemple le vélo, 30 minutes de vélo par jour, c'est vraiment minime et quasi neutre. La toute petite émission qui est notée, c'est en fait la construction du vélo. Le train également, si on le compare par rapport à la voiture, 30 minutes de voiture par jour, on atteint quasiment les 1,8 tonnes qui sont préconisées. On voit qu'il y a une petite différence avec l'éco-conduite, et du coup, ces pratiques de conduite qui permettent de réduire la consommation d'essence, elles permettent quand même de réduire aussi son budget, mais que par exemple, le train, c'est vraiment une action à privilégier. Donc en préconisation de pistes d'action sur l'aspect transport, c'est vraiment la limitation des déplacements et de façon plus générale de se questionner sur ses besoins de déplacement. Est-ce qu'on a besoin d'aller très loin? Est-ce qu'on a besoin de ce déplacement pour aller faire telle chose? De privilégier le vélo pour les petits déplacements. Le covoiturage aussi, c'est une piste d'action très intéressante, ce qui permet de répartir et de rendre la chose commune et du coup de diminuer les émissions. Et enfin, de privilégier les transports en commun pour la même raison. En ce qui concerne les biens et les services, donc tout d'abord, c'est à privilégier donc réparer et recycler pour faire durer au maximum nos biens matériels. On a aussi également la récupérer et réutiliser, donc c'est favoriser l'achat de biens d'occasion ou de seconde main. Et enfin, on a également privilégié, donc par exemple pour le visionnage de films en direct plutôt que le streaming qui est fortement consommateur d'énergie. Et donc derrière se cache en fait l'empreinte cachée du numérique, dont on n'a pas forcément conscience par rapport à, par exemple, l'utilisation des transports comme l'avion ou la voiture, mais qui sont bien présentes. Et enfin, il existe aujourd'hui de plus en plus de banques dans lesquelles vous pouvez ouvrir des comptes et qui réinvestissent en fait l'argent dans des projets à impact positif, sociétal, environnemental et social, ou des projets bas carbone. Et une fois de plus, sur le schéma, vous voyez
donc la fameuse ligne verticale bleu ciel, neutralité carbone, qui indique le budget carbone qui devrait être le nôtre, déjà une grosse partie. Donc voilà, pour les biens services, on a également quelques leviers d'action. On n'entend plus. Ensuite, en termes d'alimentation, là encore, avec ce graphique, ça nous permet de voir tout de suite que la viande est rouge, notamment, a énormément d'impact. Il y a un problème de son, Nathalie ou Laurie. Oui, est-ce que maintenant c'est bon? Ça réverbe, si je peux. Ouais, là c'est bon normalement. Voilà. Ok. Et vous voyez bien toujours l'écran? Allô? Oui, ça marche bien, l'écran. Ok, parfait. Bon, ok, très bien. Alors on reprend. Donc si on considère qu'une personne prend un repas, vous entendez? Oui, c'est bon. Ah. C'est bon, on vous entend. Ouais. Tiens, vas-y. Oui. Est-ce que maintenant c'est plus? Vas-y, continue. Donc oui, si on considère qu'on prend un repas par jour de viande rouge, on dépasse déjà là encore le budget carbone et on voit que c'est complètement différent si on passe à des repas végétariens, et on voit aussi la différence entre une démarche zéro déchet et une consommation régulière d'eau en bouteille. Donc là, on voit qu'un des principaux leviers d'action, c'est de limiter, du moins d'avoir une démarche d'amélioration en termes de diminution de consommation de viande, de préférer les fruits et légumes de saison et de production locale, parce que c'est aussi ce qui a beaucoup d'impact, l'achat de produits locaux ou bien qui viennent de l'autre bout du monde en termes de transport. Privilégier l'eau du robinet et l'achat de gourdes plutôt que du plastique, et essayer d'adopter une démarche zéro déchet. Ensuite, en ce qui concerne l'habitat, donc une fois de plus, on voit que le challenge est assez important. Donc l'idée, c'est déjà c'est en cours, et il y a des aides notamment du gouvernement mises en place pour favoriser la rénovation énergétique des bâtiments, notamment pour limiter la déperdition d'énergie. On a également l'option de privilégier du chauffage bas carbone, comme avec le bois ou les pompes à chaleur, réhabiliter les logements vacants et privilégier des habitats légers pour limiter les surfaces à construire. Et enfin, en termes de chauffage, qui est un des gros piliers d'émissions de gaz à effet de serre, limiter la température, ou en tout cas limiter, par exemple, la surface de chauffe par personne. Donc voilà, ça nous donne déjà des bonnes idées d'action et de surtout là où se situe notre impact, et là où ça va être le plus efficace d'agir, parce qu'on parle parfois des éco-gestes, d'éteindre la lumière, mais là, avec ces chiffres, on se rend compte en fait des ordres de grandeur et de l'impact des différentes actions qu'on peut mettre en place. Et pour avoir un bilan carbone plus personnalisé, vous pouvez utiliser l'outil Micmac. Donc ça veut dire mon impact carbone, mes actions concrètes, qui existe sous forme, c'est sous forme de tableau Excel, et sur version internet. Ça s'appelle Nos gestes climat, qui a été faite à la fois par l'association Avenir Climatique, par l'association Bilan Carbone, par l'ADEME, portée par le gouvernement. Et c'est un outil qui est très simple d'utilisation, qui se fait en ligne et qui permet de calculer directement son empreinte carbone en renseignant plusieurs informations sur ses transports quotidiens, son alimentation. Et après, ça amène à un bilan détaillé de quels sont les leviers principaux d'action face à ce mode de vie quotidien. Donc c'est un outil intéressant pour se rendre compte de ce qu'on peut faire en termes d'axes d'amélioration. Nous, ce qu'on vient de voir, c'est que vivre avec 2 tonnes de CO2 par an, par personne dans la société actuelle, ça relève un peu du parcours du combattant. C'est pourquoi, en fait, on doit toutes et tous y mettre, en sachant que à l'échelle individuelle, toutes les actions qu'on peut mettre en place, en fait, elles peuvent permettre d'atteindre 25 à 45% des émissions de gaz à effet de serre. Donc la transition, elle doit forcément également s'effectuer à l'échelle collective et au niveau de la société, aussi bien de différentes parties prenantes, de l'État, des collectivités locales, des entreprises. Et donc c'est ce qu'on va pouvoir voir avec un exemple très local, là maintenant, avec des changements sectoriels et notamment des intervenants. Donc on a différents acteurs qui
qui interviennent dans différents secteurs et qui s'engagent dans cette transition. Donc pour le côté associatif, on va avoir Aurélien Delabroix qui travaille au Jardin de Vallée de la Siagne. On a Rémi Alamano pour Lumia, qui est une école de pédagogie alternative qui vient de se créer sur Montsartou. Sylvie Samples qui va représenter le Club des entrepreneurs du Pays de Grasse. Pour les collectivités publiques locales, on va avoir 4 intervenants, donc à la fois des anciens ou actuels adjoints au maire, à l'urbanisme, la culture, la mobilité et les transports, et puis quelqu'un aussi de la MEAD, et enfin une journaliste de Nice Matin qui a participé à un dossier sur les villes en transition. Et je donne tout de suite la parole du coup à Aurélien Delabroix, qui est encadrant pédagogique au sein de l'association des Jardins de la Vallée de la Siagne. Oui, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si vous me voyez, mon image est figée. Je suis désolé, donc c'est au niveau de mon ordinateur. Donc, moi, je suis encadrant pédagogique à l'association JVS, les Jardins de la Vallée de la Siagne, situés donc sur 3 sites, Montsartou, Valbonne et sur Grasse, où on est une structure d'insertion par l'activité économique, où on accueille des personnes éloignées de l'emploi, qu'on essaye d'aider en fait à retrouver un emploi qu'ils aiment et à les soutenir dans leur parcours pour pouvoir rebondir du côté professionnel. Et notre activité principale est le maraîchage biologique. Donc au niveau du climat, nous, ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place avec les salariés aussi, c'est de voir en fait notre manière de produire et de changer en fait cette manière de produire. On était plus sur une pratique à travailler les sols, et là on est en train d'essayer de mettre des parcelles expérimentales en non-travail du sol et de voir en fait ce que cette nouvelle méthode, en tout cas pour nous, pourra apporter au niveau des productions. Donc cette année, c'est la première année où on a mis ça en place. On a commencé à faire des parcelles avec des banquettes permanentes où on espère ne plus travailler le sol qu'avec de la grelinette pour quelques années, puis laisser la vie du sol revenir. Et donc ces pratiques-là sont au niveau du climat, elles favorisent le stockage de carbone et évitent d'éliminer une grosse partie de la biodiversité du sol. Donc c'est vraiment pour partir sur une amélioration de la biodiversité du sol et éviter de dégrader et au maximum le carbone stocké dans le sol. Voilà. On a aussi une partie au niveau de la biodiversité, parce que pour nous, c'est vraiment important de développer tout ce qui est côté biodiversité, attraction des auxiliaires de culture, favoriser aussi tout ce qui est les associations entre différentes plantes. Donc c'est tout un modèle on est en train de changer et d'essayer de s'adapter pour pouvoir aussi prévoir un peu ce qui pourrait se passer au niveau des cultures d'ici 5, 10, 15 ans avec le réchauffement climatique. Si on prend 2 degrés de plus, même chez nous, il y a certaines cultures qui seront de plus en plus difficiles à faire, même toutes celles qu'on apprécie comme les tomates, les courgettes. Donc il faut essayer de trouver d'autres méthodes pour moins dégrader nos sols, mieux garder les ressources en eau. Et on est en train aussi d'essayer avec certains salariés de partir sur des salariés dont le projet professionnel est le maraîchage ou d'autres types d'agriculture, de développer en fait le côté permaculture, donc avec l'association Permacultive sur Nice. 2 de nos salariés là devraient partir au mois d'août pour faire 2 semaines de formation sur le design en permaculture. Et suite à ça, donc ça leur permettra sur leur parcours professionnel de travailler sur leur terrain à eux et aussi de nous aider à voir un peu comment designer 1 ou 2 parcelles pour pouvoir améliorer en fait tout ce qui est ressources en eau, pouvoir voir un peu les essences aussi, les nouvelles essences qu'on pourrait mettre en place sur JVS.
Donc voilà, au niveau du climat, on est un peu plus travail du sol et ressources en eau, et aussi transmettre une nouvelle approche et des nouvelles connaissances à nos salariés qui sont vraiment très très intéressés par tout ce qu'on est en train de mettre en place avec eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous fait chaud au cœur aussi, de voir un peu l'intérêt que tous ont dans le partage de cette dynamique au niveau de ces nouvelles méthodes, et de prendre conscience aussi que chacun a un rôle, et que eux aussi peuvent avoir un rôle soit chez nous, mais aussi chez eux, dans leur jardin, et aussi à transmettre en fait à leurs voisins, leurs enfants, tout ce qu'on essaye de mettre en place là-bas. Voilà, j'ai fait un peu le tour rapidement. Donc voilà, vous aviez dit à peu près 3 à 5 minutes, je ne sais pas si j'ai débordé ou pas. Non, c'est parfait. Merci beaucoup Aurélien pour ces explications et surtout pour ce que vous faites au quotidien. Je voudrais dire juste un mot par rapport à tout ça. C'est extraordinaire l'évolution qu'il y a eu à JVS en quelques années là. Et là, vraiment, vous êtes totalement dans l'innovation, et c'est moi, en tant que conseillère départementale qui soutient aussi, le département soutient tous les chantiers d'insertion. Eh bien, là, on peut être vraiment fiers, et je pense que je vais vraiment faire connaître votre initiative d'évolution dans ce sens-là, déjà au département, peut-être le savent-ils, mais je pense qu'il faut faire quelque chose de plus pour vraiment défendre ça et montrer à quel point ça va dans le bon sens. Voilà. Ouais. Merci pour toutes ces explications. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ouais. Merci. Du coup, c'est vrai que JVS, c'est un exemple d'association, mais il en existe beaucoup à Montsartou qui est en plus un vivier associatif, et c'est une vraie force en termes d'impact et d'action. Mais là, c'est pas une association comme les autres, c'est une association d'insertion, de solidarité, donc c'est encore quelque chose de différent, et c'est vraiment à ce titre-là très intéressant la voie qui a été prise, quoi. Tout à fait. On va passer maintenant aux actions mises en œuvre directement par les collectivités. Et je vais donner la parole à Daniel Leblay, qui a beaucoup travaillé sur les questions d'urbanisme à Montsartou, et qui travaille en ce moment beaucoup sur un projet qui s'appelle l'Atlas de la biodiversité, dont il va parler maintenant. Voilà, vous m'entendez là? Ouais. Oui, très bien. Et vous me voyez aussi, c'est bien? Ok. Oui, parfait. Je vais peut-être remonter un peu dans l'histoire du travail effectué sur la commune dans le domaine de la biodiversité, parce que sans repère au niveau historique, on a du mal à évaluer combien on a de la chance de profiter du travail antérieur pour pouvoir développer des actions aujourd'hui, quoi. La biodiversité à Montsartou, c'est une préoccupation qui date des années 70 et qui a suscité à plusieurs reprises une mobilisation citoyenne, que ce soit dans les années 60-70 avec une résistance de la population à l'accueil ou à la crainte de l'accueil de 1000 logements qui auraient transformé la commune en cité dortoir et impacté de fait sa biodiversité, que ce soit dans les années 70-90 avec la résistance au projet de disparition de la voie ferrée, et qui a empêché qu'elle devienne une voie rapide dédiée au trafic automobile. Et puis, pour un dernier exemple, dans les années 80-90, avec le projet d'A8 bis, auquel la population de Montsartou, mais aussi des environs, s'est opposée, car elle aurait saccagé des espaces naturels et la biodiversité. Voilà. C'est de ce point de départ-là que sans doute s'est développée une prise de conscience de l'importance de la qualité de vie apportée par l'environnement et sa biodiversité, et qui a enclenché un travail dans le domaine de l'urbanisme sur le territoire, par notamment le développement d'une politique de maîtrise foncière. La commune a pu maîtriser 200 hectares d'espace naturel sur les 500 qui existent. Et André Aschieri, à l'époque, le maire de l'époque, disait souvent nous pensons aux générations futures. C'est un travail vraiment par rapport à l'avenir qui a mobilisé cette action municipale.
Concrètement, ça a été aussi la création d'un parc d'activités qui a vraiment tourné le dos au risque de devenir cité dortoir, 30 hectares arborés sur lesquels les salariés, les 1500 salariés, profitent de conditions de vie beaucoup plus agréables que dans les parcs d'activités un peu classiques. Montsartou profite aussi de la création de 3 parcs urbains, celui de la Grand Pièce, qui a permis la création de logements en proximité du village, le parc du château, mis en valeur par le paysagiste Gilles Clément, le parc créé par la commune, qu'on a appelé la Bastide du Parfumeur et qui aujourd'hui est sous la compétence de l'agglomération et qui se nomme les Jardins du MIP. Et enfin, parmi les autres aménagements qui ont pu être effectués grâce à cette politique de maîtrise foncière, on peut citer des cheminements piétons, arborés, qui permettent les déplacements doux d'un quartier à un autre, l'allée Lucie-Aubrac, l'allée à la Mimoune, l'allée qui se situe le long de la voie ferrée, et enfin l'acquisition de la ferme dont tout à l'heure nous avons entendu parler et qui accueille les jardins de la vallée de la Siagne. Voilà, c'est une acquisition qui permet le développement de toutes ces actions en faveur de la biodiversité. Je passe rapidement sur d'autres actions qui sont très importantes et qui évoqueraient le travail en faveur de la biodiversité pour revenir à ce qui s'est passé en 2006-2012 avec la mise en œuvre d'un agenda 21 concomitamment à la révision d'un PLU grâce à cette action conjointe concomitante entre une démarche agenda 21 qui intègre les enjeux notamment de la biodiversité bien sûr, mais tous les autres enjeux liés au développement durable, que ce soit l'énergie, que ce soit les déplacements, que ce soit les ressources naturelles. On a pu mettre en œuvre en faveur de la biodiversité différentes actions qui ont été intégrées au PLU, parce que le PLU, il a comme caractéristique de s'opposer au tiers. Toutes les fois où quelqu'un dépose un projet, il doit répondre aux règles qui sont prévues à l'intérieur de ce PLU. Eh bien, dans le PLU, on a pu, grâce à la réflexion engagée en concertation avec la population, mettre en place des coulées vertes qui relient les espaces habités peu denses avec les espaces naturels. On a pu mettre en place des liaisons entre les espaces naturels et les espaces agricoles, de manière à ce que cette biodiversité puisse vivre, se déplacer. On a mis en place également des conditions de construction respectant les arbres en place de haute tige, de manière à ne pas les saccager chaque fois qu'un projet de construction est envisagé. On a pu aussi développer des recommandations quant aux espèces à choisir, notamment celles qui sont adaptées au climat méditerranéen. Des recommandations, voire même des contraintes liées au respect des murs en restant qu'en collinaire, des aménagements qui ne sont pas seulement des aménagements paysagers, mais qui ont une importance énorme en termes de retenue des terres qui sont nourricières, qui l'ont été et qui peuvent encore l'être. Une servitude non édificantie également, de part et d'autre du canal de la Siagne, et d'une largeur suffisante pour accueillir la vie faunistique et floristique. Un retour des zones anciennement susceptibles d'accueillir de la constructibilité. On les appelait en termes d'urbanisme des zones NA, des zones naturelles mais susceptibles de recevoir de l'aménagement. Elles sont aujourd'hui de l'ordre de 7 hectares et qui sont redevenues agricoles. Voilà, ça, j'évoque là l'allusion qui a été faite hier lors de la séance sur le climat, et où il était question du retour des zones NA dans la région marseillaise. Là, Montsartou a fait aussi cette rétroactivité, cette rétro-destination des zones de future constructibilité en zone agricole. On est passé aussi d'une augmentation des zones agricoles de 40 hectares à 112 hectares. On a quasiment triplé les zones agricoles dans le but d'inscrire la commune dans une volonté de souveraineté alimentaire. Voilà. La création d'emplacements réservés aussi sur des espaces cultivables. Il peut y avoir des espaces privés dont les propriétaires pourraient envisager éventuellement
qu'elles deviennent constructibles. On a, pour obliger les propriétaires à revenir vers la commune et discuter des projets d'aménagement, on a inscrit sur quelques emplacements importants, des emplacements réservés. L'intégration d'un premier inventaire communal aussi pour préserver des éléments remarquables, qu'ils soient végétaux ou bâtis. Voilà. Et on aimerait, je vais vous en parler tout de suite, que cette liste d'inventaire communal soit revue de manière concertée avec la population et soit enrichie même, voilà, avec la population. Merci beaucoup, Daniel. Je suis désolée. Ouais, merci beaucoup. J'ai dépassé. Bon, ben, j'aurais pas parlé de l'ABC, c'est pas grave. Alors, peut-être avec les questions, mais c'est vrai, comme on a encore d'autres intervenants. Tout à fait, c'est bien. Merci beaucoup. Et je passe la parole à Marie-Louise Gourdon, qui a notamment créé le Festival du Livre, qui accueille plus de 60 000 personnes chaque année, en dehors des périodes de perturbations sanitaires. C'est ça. Donc, ce sera bon pour cette année. Donc, voilà, effectivement, je suis là pour essayer d'expliquer ce que peut faire justement la culture dans ce domaine, et ce qu'on est en train de faire en est un parfait exemple, puisque c'est un programme qui est issu de nos festivals du livre. Et ce festival du livre, eh bien, il est devenu au fil des années, et depuis un certain temps, un véritable forum des idées nouvelles. C'est comme ça qu'on aime à le construire, qu'on aime à l'imaginer, à le développer, à rechercher les personnes, les personnalités qui sont porteurs d'idées nouvelles pour notre futur, pour le futur de la planète, et notamment dans le domaine de l'humanisme, et notamment dans le domaine de l'écologie. Donc, nous avons maintes fois, évidemment, et toutes les années, posé la question du climat de différentes manières. Et nous avons accueilli dans le festival, il y a fort longtemps déjà, Pierre Rabhi, qui est venu plusieurs fois, puis Cyril Dion, puis Edgar Morin, qui reviendra encore cette année, Marie-Monique Robin avec ses films, Isabelle Autissier également, voilà, je ne vais pas tous vous les citer, mais si vous voulez, c'est pour vous montrer toute cette matière, si je puis dire, tout ce matériau humain que nous avons eu à écouter, qui nous ont formés, qui nous ont appris à nous-mêmes, je dirais, tous ces gens dont on parle là, qui ont parlé, on s'est formés aussi au contact de ces rencontres qui avaient lieu dans le cadre du Festival du Livre, qui ont eu lieu et qui continuent. Donc, que ce soit des chercheurs, des climatologues, des philosophes, des cinéastes, des écrivains, enfin voilà, toute forme de réflexion peut conduire à cette prise de conscience écologique que nous recherchons. Voilà. Et dernier venu dans cette panoplie, c'est le prix du livre engagé pour la planète que nous avons créé il y a 2 ans, donc qui va cette année encore connaître ses lauréats. Les animations, les expositions dans lesquelles nous accueillons énormément d'enfants et de jeunes. Et puis, dans les solutions, là, la question d'aujourd'hui, c'est les solutions locales. Donc, toutes solutions locales ou autres, pour exister, doivent être connues pour être imitées, développées ailleurs. Et par là, je veux dire que la culture est un vecteur de communication, du coup, que nous utilisons en tout cas comme ça. C'est un vecteur de communication pour faire connaître ces idées, ces solutions et ces idées nouvelles. Voilà. C'est une évidence, je suis attirée à la culture et depuis longtemps. Et pour moi, la culture, sous toutes ses formes, là, cinéma, musique, théâtre, etc., est un très bon vecteur de toutes ces idées que nous cherchons à faire connaître, de toute cette sensibilisation à l'urgence climatique. Et je crois qu'on n'en fera jamais assez dans ce domaine pour sensibiliser. Voilà. Pour moi, la culture, c'est un vecteur de communication de ces solutions. Voilà, pour ma part. Merci beaucoup Malo pour cette présentation et ça fait en fait le lien avec ce qu'on a envie de faire aussi sur la journée du 10 juillet, de lier les climats au format artistique et d'aborder ces sujets en fait d'une autre façon que par déchets, parce qu'il y a plein de façons de l'aborder et il y a de plus en plus de troupes de théâtre, plein de gens qui intègrent ces sujets dans les récits qu'ils portent et c'est passionnant, donc merci beaucoup pour ça. On va passer sur un autre sujet, sur le sujet de la mobilité avec Gabriel Plassa, qui est élu délégué à la mobilité et au transport et qui a l'initiative de la Fabrique des mobilités. Je vais laisser Gabriel nous parler de tout ça. Oui, merci, bonsoir. Alors, je vous partage un lien, le site de la Fabrique. Alors, vous avez déjà pas mal mentionné au départ les moyens d'améliorer la performance et de réduire les émissions du système de transport. J'ajouterai en fait au début vraiment le besoin de comprendre le problème. Et ça, je pense, c'est vrai dans tous les sujets. Il faut que les différents acteurs deviennent des experts des problèmes avant de penser aux solutions. Et donc de monter en compétence sur la problématique. Et la mobilité, en fait, c'est des millions de trajets par jour dont il faut faire évoluer les pratiques de mobilité. On est vraiment dans
dans une démarche de changement de comportement. Mais il faut comprendre le problème parce que sinon, après, on a des réactions. Les gilets jaunes, par exemple, c'est une réaction à une augmentation de la contrainte qui s'explique, augmenter le tarif du carburant, parce que le carburant, effectivement, c'est des produits pétroliers, il faut s'en séparer. Mais tout ça se dose, ça se fait pas n'importe quand et pour n'importe qui. Donc, il y a vraiment un besoin de connaissance des pratiques de mobilité, des différents paramètres. Après, la crise du Covid, elle nous a permis de toucher un sujet qui n'a pas été mentionné, qui est la démobilité, ne plus se déplacer. On l'a vraiment vécu et je pense qu'on peut se réinterroger individuellement et collectivement, qu'est-ce qu'on peut garder de pertinent là-dedans, quels sont les transports qu'il faut éviter de faire. Télétravailler, c'est bien, ou travailler à côté de chez soi dans un lieu où on peut y accéder à pied ou en vélo. Voilà, toutes ces mutations-là qui sont à la fois du transport et pas que du transport, parce que c'est la mutation de l'entreprise en elle-même, de la façon de travailler dans les différentes entreprises. Et puis après, on arrive aux différentes solutions que vous avez mentionnées, le covoiturage, le transport public, le vélo, l'autopartage, etc. Alors à Montsartou, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, notamment le train, qui est des modes collectifs, c'est vraiment les modes à privilégier dans tous les cas, surtout en France avec de l'électricité bas carbone. Et le vélo, et je voulais prendre cet exemple-là pour parler de la Fabrique des mobilités. Donc à Montsartou, on a la chance d'avoir aussi une association qui s'appelle Choisir le vélo, qui répare des vélos en mauvais état ou qui sont jetés ou qui sont donnés. Donc là, on est vraiment dans le circuit court, dans l'économie circulaire. Et on va tester un service de vélo partagé en utilisant les vélos de Choisir, avec un système très simple de cadenas à code et de textos donc des SMS qui vont vous donner le code en fait des cadenas mécaniques. Donc on va tester ce système-là. Et ce système-là qu'on va tester à Montsartou, il est basé sur un logiciel open source qui a été développé ailleurs en Europe. Et donc ça répond aussi un peu ça complète le propos de Malou. Il faut que ces projets se répliquent. Et voilà pourquoi on a créé la Fabrique des mobilités. C'est un moyen de lister tous les projets open source qui existent dans le domaine de la mobilité pour pas avoir à les refaire et pour permettre à d'autres territoires, d'autres acteurs de se les approprier, de les répliquer. Puisque les licences sont ouvertes, l'open source c'est un moyen parfait pour ça. Donc ce logiciel de gestion de code de vélo partagé, il vient de Slovaquie. Et on va le réutiliser à Montsartou. Sachez qu'il a été aussi testé il n'y a pas longtemps à Montréal. Je suis aussi le projet du côté de Montréal. Et donc c'est grâce à l'open source qu'on peut faire ce type de projets internationaux. Voilà un exemple de solution locale qui est effectivement très peu émettrice de gaz à effet de serre. Et donc on va commencer à faire connaître ce service. Et le vélo, vous pouvez le voir, il est à côté du cinéma, il est aux couleurs de Montsartou. Il y a un cadenas, donc si vous voulez expérimenter, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous donnerai les infos. Super, merci beaucoup Gabriel. Et on a hâte de tester les vélos partagés du coup dans Montsartou. Et je donne tout de suite la parole à Thibault Lalanne, qui est coordinateur de projet à la Maison à l'éducation de l'alimentation durable et qui ont notamment co-organisé l'événement hier sur le Printemps des possibles à Montsartou. Merci. Très rapidement, d'abord, la Maison d'éducation à l'alimentation durable, qu'est-ce que c'est ? On pense souvent que c'est une association, non, c'est vraiment un service municipal qui fait partie justement de la mairie. La MEAD s'occupe de piloter finalement le projet alimentaire de territoire de la ville de Montsartou, et c'est le résultat de l'engagement historique des élus de la commune justement pour offrir une alimentation de qualité et accessible à tous les habitants de la ville. Donc quand on parle d'alimentation durable à Montsartou, souvent on pense aux cantines scolaires 100% bio qui ont réduit leur gaspillage alimentaire, à la régie municipale justement qui les approvisionne. Mais justement à la MEAD, on a beaucoup d'autres projets au-delà de ça qu'on met en œuvre depuis 2016, donc depuis la date de notre création. On est une équipe de 6. Et donc justement ce soir je voulais vous en parler d'un projet en particulier parce qu'on en a beaucoup, donc je vais pas pouvoir en parler de tous. Je vais vous parler d'un projet, le Citoyen nourrit la ville, qu'on a lancé cette année en janvier dernier,
Ce projet, le citoyen nourrit la ville, il vise à créer des potagers collectifs justement à Montsartou, d'encourager la création de ces potagers. Donc il y en a déjà qui existent, les jardins familiaux au Cas-de-Biais, il y en a d'autres du côté du Clos Georges Sand. Mais justement, c'est de faciliter la création d'autres potagers sur des espaces qui sont non utilisés à ce jour. Donc qu'ils soient publics par exemple ou privés. Donc ça serait faire appel à des propriétaires privés qui ont des jardins qui n'utilisent pas beaucoup et qui voudraient prêter à d'autres habitants pour les cultiver en petits groupes. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé une cartographie participative, donc en ligne, avec malgré la Covid, on a réussi à avancer. On a identifié toute une batterie de parcelles. Et l'idée, c'est maintenant de passer à la culture, justement. Donc on a lancé plusieurs projets avec les habitants, plusieurs groupes se sont montés. Et donc on a par exemple un jardin qui est en train de voir le jour juste à côté de l'école Doré du Bois. On a un autre jardin à côté de la ludothèque aussi qui va voir le jour, ou même au centre associatif municipal. Le but de ça, c'est en fait il y a plusieurs buts. D'abord, c'est de permettre à des gens qui n'ont pas forcément d'espace chez eux de cultiver, de rencontrer d'autres personnes. Donc c'est la création du lien social. C'est aussi apprendre à cultiver tout en respectant l'environnement et la nature qui nous entoure, bien évidemment, en respectant les sols. Et aussi, ce qui est très important, c'est la dimension sociale qu'on veut donner au projet. L'idée, c'est de rassembler tous ces participants pour les inviter à réfléchir à comment est-ce qu'on peut permettre à tous les habitants d'accéder à une alimentation de qualité et comment rendre ce projet solidaire. Donc ça pourrait par exemple, et ça va être défini par les participants, de reverser une partie de leur production à l'épicerie sociale, ou alors de donner un petit peu de leur temps justement pour des publics particuliers, auprès de seniors par exemple, ou auprès d'enfants, pour leur montrer justement leur potager. Comment est-ce que ça marche très concrètement, si ça vous intéresse? Et là, je lance vraiment un appel parce que ça reste ouvert à tous. Et même si vous n'avez pas de compétences justement en maraîchage ou en jardinage, vous êtes les bienvenus. Parce que justement, la mairie, elle propose des formations. Et je pensais justement à la présentation d'Aurélien, parce qu'on a eu une formation à JVS qui nous a accueillis il y a quelques semaines. Et c'était super. En fait, on a été une quinzaine de personnes avec des gens, des profils différents. Et on a appris justement à reconnaître les types de sols, à planter certaines plantes, à mieux connaître le calendrier de culture. Donc voilà, donc on propose ces formations. Et donc très simplement, si vous êtes intéressé, vous pouvez, je vais mettre l'adresse mail de la MEAD ci-dessous. Voilà, grosso modo, ce que je voulais dire. Et peut-être un point important pour rejoindre la présentation qui a été faite aussi auparavant, c'est pour nous, ce qui est assez important pour les changements de comportement, c'est l'idée de créer une communauté aussi. C'est vrai que c'est compliqué de changer de comportement alimentaire, de redécouvrir une consommation un petit peu plus saine, un peu plus vertueuse et respectueuse de l'environnement de son côté. Mais quand on justement rejoint une communauté, un groupe de participants qui partagent justement certaines pratiques et certains questionnements, ça peut être beaucoup plus enrichissant. Voilà, merci. Eh ben, merci beaucoup Thibaut pour tout ce que vous faites aussi à la MEAD, c'est passionnant et inspirant, et on a la chance à Montsartou d'être dans une commune qui est assez engagée sur tous ces enjeux, et l'enjeu c'est aussi d'exporter tout ça, et c'est intéressant de voir que la MEAD notamment, et sur d'autres sujets, il y a un travail d'accompagnement de villes pour répliquer ce modèle, parce que c'est hyper important, et c'est bien aussi de le noter. Et pour passer à un autre type d'acteur sur les entreprises, je vais donner la parole à Sylvie Samples, qui est directrice du Club des entrepreneurs du Pays de Grâce, pour qu'elle explique les leviers d'action qu'il y a au sein des entreprises. Merci, Laurie. Si tu veux bien mettre la slide, si tu l'as. Bonsoir à tous. Donc, le Club des entrepreneurs, ce qui est un peu de spécifique, parce que quand on voit l'entreprise, tout de suite, on se dit, oh là là, c'est les gros pollueurs. Et donc, c'est clair que nous, au niveau du Club des entrepreneurs, on est convaincus que l'entreprise a vraiment un grand rôle à jouer pour la transformation. Et donc, l'association existe depuis 1998 avec vraiment la volonté de mettre les acteurs ensemble pour pouvoir agir, parce que seule l'entreprise, elle est vite dans le quotidien et difficile de prendre du recul. Et donc, nous, notre métier au sein du club, c'est de rassembler les entrepreneurs sur le Pays de Grâce, donc au sens large, donc fait partie Montsartou, et d'agir pour améliorer nos pratiques. Donc, la raison d'être du club, c'est d'accélérer le développement économique et territorial durable. Et là,
vous ai mis quelques-uns des projets qu'on porte parce que ça peut être assez large vu qu'on part chaque fois des projets ou des besoins, que ce soit au niveau du territoire ou d'un ou deux entrepreneurs. Le premier, donc, c'est French Impact. Le territoire a été reconnu au niveau du Pays de Grâce French Impact au niveau national. Et là, on mène plusieurs actions à la fois sur la transition écologique et également solidaire. Donc, il y a chaque fois le lien entre le rôle social et écologique de l'entreprise, parce qu'on est convaincu que l'entreprise a sa part à jouer aussi pour améliorer les différents indicateurs. De l'année, notamment un projet qui s'appelle Régénère Azur, qu'on est en train de démarrer avec Lumia et avec également le cabinet de sociologie Change It, Use It, qui a pour ambition de dire il faut qu'on passe à l'économie régénérative. Non seulement on doit diminuer les impacts sur l'environnement et sur les injustices sociales, mais aussi on doit régénérer nos ressources. Donc l'ambition, elle doit être encore plus forte. Et là, il y a un projet de recherche-action qui est en train de s'amorcer. On a eu l'occasion d'en parler avec les différents élus au niveau de la communauté d'agglomération, dont Malou, je pense que tu étais présente également. Et voilà, l'objectif, c'est de mobiliser à l'échelle du pôle métropolitain Cap Azur, donc d'aller de la mer jusqu'aussi, ça couvre la Casa, Île-de-les-Rins, et donc les 4 communautés d'agglomération, parce que pour vraiment pouvoir agir à l'échelle du territoire. Donc ça, on est inscrit sur des dynamiques longues. C'est un peu la spécificité du club, c'est d'agir sur le long terme, mais en même temps d'avoir des résultats à court terme, parce que l'entreprise est encore avec ces échéances-là. Les projets d'écologie industrielle et territoriale, donc ça, c'est à l'échelle des zones d'activité. Donc là, on est en train de recenser les différents flux pour pouvoir améliorer les déchets, que les déchets d'un deviennent des ressources des autres. Donc là, il y a un travail de fond et là, on travaille avec la région et l'ADEME sur ces sujets-là. Un programme aussi d'industrie du futur, c'est pour… ça fait 200 ans que l'industrie existe et aujourd'hui, on a bien compris que c'est pas du tout comme ça qu'il faut qu'on fasse. Et donc, c'est comment on peut évoluer quand on sait vers où il faut aller pour réduire l'impact sur le climat. Maintenant, c'est comment on y va. Donc, l'étape dans la situation d'aujourd'hui à la situation visée, c'est vraiment tout un travail de fond qui doit être fait et sur lequel nous, on accompagne les entreprises pour pouvoir passer à l'industrie du futur, donc à la fois sociale et écologique. Entreprise et alimentation durable, donc là, on travaille avec la MEAD, que Thibaut vient de présenter, où là, c'est comment, à travers le levier de l'entreprise, on peut améliorer l'alimentation. Parce que l'air de rien, dans nos heures de travail, il y a aussi une place pour l'alimentation. Et donc là, il y a des projets à différents niveaux, à la fois sur l'offre et à la fois sur le lien aussi avec les producteurs locaux. Grâce Expertise, donc là c'est un collectif dans la filière parfum, arôme, santé, cosmétique et bien-être qu'on a construit depuis 3-4 ans, qui est de dire on a un écosystème ici unique au monde qui a des savoir-faire très spécifiques dans cette filière. Il faut qu'on continue à les mettre ensemble et aussi à innover collectivement. Donc, il y a pas mal de projets là de RSE. Vous savez qu'il y avait plus de 1000 hectares de plantes à parfum après-guerre. Aujourd'hui, il y en a plus de 70. Et donc, comment les agriculteurs peuvent avoir des contrats durables avec les grandes maisons, peuvent vivre de leur métier et en même temps garder cet écosystème et que les petits soient à côté des gros pour pouvoir mutualiser et agir ensemble. Aujourd'hui, il y a 55 entreprises. Vous pouvez le voir sur le site internet grâce-expertise.com. Donc, nous, ce qu'on vise là, c'est de vraiment les faire agir ensemble sur des projets spécifiques. Donc, notamment, pas mal d'entreprises soutiennent l'aromatique Fab Lab, qui est située à Montsartou, qui est portée par les fleurs d'exception du Pays de Grâce, pour aider les producteurs à faire de la recherche et développement et puis aussi pouvoir donner des plans pour que des jeunes producteurs puissent se former et vivre de leur métier. Une rose, une caresse, donc là c'est plutôt quelque chose de social, qui a lieu aussi à Montsartou, au jardin du MIP. Là, cette année, ce sera le 12 septembre. Donc c'est des récoltes de dons. Là, on n'est pas sur l'écologie. On va peut-être dire qu'on est sur l'écologie personnelle. On sait le soutien pour les personnes qui souffrent d'un cancer au centre hospitalier de Grasse. Et donc, on récolte des dons pour que les soins soient gratuits. Donc, il y a 2 socio-esthéticiennes, une réflexologue qui offre des soins pendant toute l'année. Là, on a récolté plus de 70 000 € l'année passée. Donc, l'objectif est de faire toujours plus et en tout cas de pouvoir pérenniser.
Et finalement, la création du fonds de dotation vivant qu'on a lancé l'année passée. Vivant, c'est pour vivre et valoriser notre territoire, c'est pour soutenir des projets à visée de régénération sur l'échelle du territoire. On sait que les pouvoirs publics ont de moins en moins de finances pour financer en tout cas des projets collectifs. En tout cas, pour nous, c'est de plus en plus compliqué. Et donc, c'est de pouvoir mobiliser aussi des dons ou des soutiens privés qui permettent de la déduction fiscale pour mener des projets collectifs à valeur ajoutée sociale et environnementale sur le territoire. Donc, il y a le site Internet, il y a la page Facebook, il y a la page LinkedIn, si vous voulez suivre ce qu'on fait avec plaisir. Et on a l'habitude de dire aussi au Club des entrepreneurs que ce qu'on soutient, c'est l'esprit d'entreprendre. Alors, ça peut être dans l'entreprise, mais ça peut être aussi des bénévoles. On a énormément de bénévoles qui s'impliquent au club et qui ont finalement cet esprit-là. On n'est pas obligé d'avoir une entreprise, une SARL ou une structure pour pouvoir agir collectivement pour des projets au niveau de l'attractivité du développement du territoire. Merci beaucoup Sylvie et merci pour la diversité des projets dans lesquels le Club des entrepreneurs prend part et essaye de mettre en œuvre partout sur le territoire. Et je donne maintenant la parole, donc c'est pas Rémi pour Lumia, mais qui est remplacée par Mélanie Chessy, qui est cofondatrice donc de l'école et également directrice de la pédagogie, des programmes pédagogiques. Merci. Alors déjà, bonjour à tout le monde. Alors à Mouans-Sartoux, depuis 1 an, on a ouvert une nouvelle école qui s'appelle Lumia, qui fait beaucoup de choses. L'intention, évidemment, c'est de lutter contre le changement climatique et surtout de mettre plein d'acteurs en action. Et donc, dans ce qu'on fait, c'est à la fois, on est un établissement d'enseignement supérieur privé. Ça veut dire que on accueille des personnes à partir de 18 ans et pour l'instant, c'était jusqu'à 55 ans, mais tout est ouvert. Et à la fois, on est un centre de recherche-action et un centre de formation. Donc, on est vraiment animé d'une volonté, en fait, d'élargir les consciences et l'éveil au monde qui nous entoure, mais pas que. On est vraiment dans porter l'action et donner confiance aux personnes qui ont fait Lumia. En tous les cas, c'est ce qu'ils nous disent après 1 an, puisqu'on vient de terminer aujourd'hui des oraux, on est en cours. Et en fait, ça donne beaucoup de confiance en une action positive et impactante pour la planète. On dit ils voient que c'est possible d'agir. Et donc, nous, à travers ce qu'on propose dans toutes ces parties de Lumia, que ce soit de la formation, que ce soit l'école ou alors le centre de recherche-action, on travaille vraiment à la fois à transformer son environnement. Donc, par exemple, on monte une fabrique des modèles économiques régénératifs. On permet à des étudiants de développer leur potentiel d'action dans des projets concrets réels qui sont à la fois viables, qui soient désirables, épanouissants et soutenables. Donc ça veut dire que leur action, elle doit être portée par donc la viabilité qui est concrètement, je veux vivre de mon engagement, je veux vivre de mon projet. Comment faire pour que mon projet perdure dans le temps et donc qu'il soit viable, qu'il soit désirable, c'est être désirable pour moi, donc qui correspond à mon intention profonde de transformation et aussi désirable pour la planète. Donc, à la fois, c'est le côté aussi soutenable où on va essayer de travailler beaucoup des indicateurs de soutenabilité. Donc, ça peut être, par exemple, le bilan carbone de ces actions, etc. Et des projets, bien sûr, épanouissants dans le sens où on essaie vraiment de travailler un alignement entre cette transformation de l'extérieur et moi, qui je suis, quelle est mon intention dans la vie, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, quelle est ma contribution sociale. Donc, on va aussi travailler beaucoup sur les talents de chacun pour pouvoir avoir cet alignement entre moi, ce que j'ai envie de faire et mon souhait de transformation de la société à travers des actions des actions dans les 3-5 ans. Donc, on accompagne dans l'école, par exemple, c'est assez rare en France d'avoir une école qui accompagne sur un cursus de 2 ans pour des projets transformateurs. Donc voilà, l'école, elle a ouvert seulement il y a 1 an. Donc, on est très heureux d'être à Mouans-Sartoux. On est au sein de la MEAD. Donc, on travaille pas mal avec les acteurs qui sont autour de cette table notamment. Et d'ailleurs, je fais un petit message parce qu'il nous reste environ 10 places pour l'année prochaine, pour notre rentrée de septembre. Donc voilà, surtout si vous connaissez des personnes, n'hésitez pas parce que les places
elles partent vite et voilà, on est dans la dernière session de recrutement, donc en tout cas, n'hésitez pas. Et donc, dans le cursus de l'école, si je vais un petit peu plus en détail là-dedans, en fait, la première année, c'est vraiment l'acquisition vraiment de compétences et des compétences qui servent vraiment à la création d'un monde tel qu'on a envie de le voir. Donc, on travaillait sur des compétences, des capacités à être résilient, à être créatif, à résoudre des problèmes complexes. Donc, on a vraiment un socle de compétences assez fort, tourné vers les compétences clés du 21e siècle et avec une grande compréhension du monde. Donc, il va y avoir plein d'interventions sur les systèmes financiers, le système social, etc., pour essayer de le comprendre et surtout voir les enjeux entre les systèmes et la systémique autour de ça. Et la deuxième année, on va vraiment outiller les apprenants dans leurs projets. Donc, ça veut dire on va les aider à faire des bilans carbone, à faire des analyses de désirabilité de leurs projets, à travailler l'oral, donc à pitcher, parce qu'à un moment donné, on est face à des personnes qui vont investir peut-être en nous et donc et en notre projet. Et donc, on travaille beaucoup ça avec, par exemple, du théâtre, avec des professeurs de théâtre. Et au-delà de tout ça, ce que l'on souhaite faire, c'est rapprocher aussi, essayer de reconnecter au maximum toutes les parties prenantes avec le vivant. Le vivant, ça veut dire la nature. Donc, par exemple, on fait de la permaculture aussi au sein de notre programme. Et on est très heureux d'être implanté à la Méade parce qu'on peut participer à la vie du jardin. Parce que c'est très important pour nous de protéger le vivant pour après en prendre soin. Donc, en fait, le programme s'articule sur un an de l'acquisition de compétences, on comprend le monde. Deuxième année, on travaille sur les projets. Et pendant tout ce temps-là, on continue à être connecté à la nature le plus possible avec des expéditions qui sont un peu notre marque, qui sont un peu notre différenciation, on va dire, parce qu'on va beaucoup au contact de la nature. Et par exemple, pour apprendre la biodiversité, en fait, on va avec des biologistes sur le terrain. Donc, on va camper pendant 2 jours avec des biologistes pour comprendre en fait la nature qui est autour de nous et voir les impacts aussi climatiques. Donc voilà, donc la pédagogie est elle est vraiment centrée sur le projet et aussi expérientielle pour connecter au maximum au vivant et à la nature. Et on a décidé de focaliser surtout aussi là-dessus parce qu'on a remarqué que dans le système éducatif classique, c'est issu d'une longue tradition en fait de déconnexion à la nature, au réel, à une alimentation saine. Et heureusement que Montsartou propose tout ce qu'elle fait au niveau éducation, mais au niveau de tout ce que vous voyez là, parce que c'est vrai qu'on est vraiment en phase avec ce souhait de contribuer à un monde beaucoup plus local, résilient, créatif pour inventer des solutions nouvelles, moins impactantes de façon négative pour notre environnement et notre terre. Et donc ça, on est vraiment au cœur de Montsartou et c'est un lieu qui nous est cher. Donc on est très content avec ça. Et welcome à l'école. Et si jamais vous avez d'autres questions, je crois qu'après, il y a un temps. Voilà. Nathalie ? Oui. Nathalie ? Oui. C'est mal, je voudrais dire quelque chose. Là, une fois qu'on a passé un petit peu tout le monde, il nous reste Nice matin, justement. Ça va être intéressant de voir. Mais là, par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre depuis les jardins de la vallée de la Siane, etc., je voudrais juste faire remarquer à quel point il y a eu une évolution, mais incroyable entre nos premières rencontres d'il y a, on va dire, 10, 15, 20 ans sur ces sujets-là, où on avait l'impression qu'on était dans l'utopie parce qu'on était seuls et qu'on voyait ça comme ça, mais que personne ne nous suivait. Et puis, on avait l'impression que ça allait être très compliqué quand on a reçu nos premiers auteurs. Quand on parlait avec Christophe, je me revois dans une salle de cinéma de la création de monnaie locale, quand on parlait d'économie circulaire, etc. Donc, on avait l'impression que c'était compliqué de faire tout ça. Et finalement, mis bout à bout toutes nos expériences, je m'aperçois qu'on a vraiment, vraiment évolué assez vite, quelque part. Maintenant, nous, notre souhait serait que justement, on fasse que ça puisse permettre, on sent bien que ça bouge un peu partout autour de nous,
et que c'est vrai qu'on serve un peu de ferment et qu'on puisse avoir plein d'expériences comme ça à l'échelle d'un département, d'une région, voilà, d'une collectivité, pour aller encore plus fort, quoi. Mais moi, même si je sais parfaitement tout ce qu'on vient de dire, mais comme ça, rassemblé façon puzzle, ça me donne l'idée qu'on a déjà fait une énorme évolution. Donc voilà, phase suivante, c'est le partage, je crois. Ouais, on a encore une intervention. Merci en tout cas Mélanie pour ce partage. On peut être que aligné, je crois, avec tout ce que tu viens de dire, parce que toutes les deux on est étudiantes à l'UNA et que ça a été une expérience vraiment transformative pour nous. On est en pleine phase de bilan, donc on se rend compte à quel point cette année a été vraiment riche. Donc merci pour ça. Et on a donc une dernière intervention sur la thématique du journalisme, qui est aussi un vrai levier d'action pour justement visibiliser toutes ces alternatives et aussi pour informer de façon fiable. Et on va passer la parole du coup à Flora Zanicelli qui travaille sur un dossier sur les villes en transition justement. Alors bonsoir tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Donc moi je suis journaliste au service Solutions à Nice Matin. Et d'abord, je voudrais un petit peu présenter peut-être ce qu'on fait dans ce service du journal. Et c'est un service qui est sur le web et qui existe depuis 2015. Et en fait, il fait donc du journalisme de solution. Et c'est un type de journalisme qui est un petit peu particulier, qui est né donc il y a pas très longtemps et qui en fait parle des problèmes et des solutions qui sont apportées à ces problèmes. Mais tout à l'heure, il y avait un intervenant qui disait que voilà, il fallait d'abord partir des problèmes et c'est exactement ce qu'on fait dans le cadre du journalisme de solutions. Donc, c'est-à-dire pas de solution sans de problème, évidemment. Donc, voilà, on observe ce qui se passe sur le territoire. Alors, on fonctionne de deux manières. On fonctionne avec des sujets qui suivent un petit peu l'actualité chaude, l'actualité du territoire. Alors, effectivement, la problématique de l'environnement, c'est une problématique qui est extrêmement actuelle et qui intéresse nos lecteurs. Donc, ça va être des choses, là, par exemple, sur comment la ville de Vence a mis en place un service de compostage collectif. Ou alors, par exemple, avec les grosses chaleurs qui arrivent, comment rafraîchir sa maison avec sans utiliser la clim. Donc, c'est des choses qui sont assez pratiques, des articles descriptifs. On va aller chercher des spécialistes et qui vont nous expliquer un petit peu comment faire. Et on travaille donc dans un autre temps qui est un temps beaucoup plus long et c'est un temps d'enquête. Où là, en fait, on fonctionne tous les 2 mois, on soumet 3 idées de sujets d'enquête à nos lecteurs et eux choisissent ce sur quoi on va travailler. Donc, bien évidemment, c'est des sujets qui sont liés à des problématiques du territoire. Alors, par exemple, bien évidemment, on n'a pas tout le temps des choses qui sont liées à l'environnement, mais ce sont des problématiques qui sont actuelles et qui sont à la croisée, effectivement, aussi d'autres thèmes. Donc, parler d'environnement, c'est pas seulement le climat, ça peut être effectivement après de l'économie, de la politique. Donc, on s'intéresse à ça. Et comme type de sujet qu'on a proposé à nos lecteurs, là, par exemple, il y a le dossier qui est en cours, qui a été proposé. Donc, c'était comment nos villes, à quoi ressembleront nos villes en 2040. Donc là, on s'intéresse à un peu un sujet prospectif, donc c'est pas trop ce qu'on fait d'habitude, mais voilà, quels sont les défis auxquels on va être confronté dans les Alpes-Maritimes et le Var, puisque c'est le secteur qui est couvert par Nice Matin et Var Matin, et donc là, typiquement au niveau du climat, on a des choses qui sont liées au réchauffement climatique, à la ville, à quoi elle va ressembler, comment on va construire aussi. Donc il y a toutes ces problématiques-là qui sont effectivement explorées. Et puis on a eu aussi des choses qui étaient liées, comme je vois que Moinsartou est très lié à l'alimentation durable. Par exemple, on avait comment sauver l'agriculture locale. Donc ça, c'était un sujet. On s'en était occupé quand on est arrivé. Donc quand moi je suis arrivée, pardon. Et du coup, voilà, c'était comment les mairies aident les agriculteurs à s'installer. Quelles sont les choses qui sont mises en place par des citoyens qui, par exemple, s'occupent de racheter des terres pour les laisser à des agriculteurs parce que l'accès à la terre est compliqué. Donc voilà, ce sont toutes ces problématiques-là et ces 2 temps de travail que nous avons donc à Nice Matin. Et à chaque fois, à travers ça, on s'occupe de trouver des solutions locales mises en place par des municipalités, mais aussi mises en place par des citoyens qui décident de s'engager pour le climat. Je ne sais pas si vous m'entendez en fait. Oui, très bien. Ah oui, très bien, d'accord.
Non, parce qu'en plus, c'est très déroutant. J'avais personne, donc je ne savais pas où regarder. Si, mais on vous regarde et on vous écoute. Voilà. Donc, voilà, c'est un petit peu la présentation que je peux faire sur ce qu'on fait à Nice Matin. Voilà, on a des solutions qui nous sont apportées par effectivement les problématiques actuelles qui regardent tout le monde et ce qui est très intéressant aussi et ce qui est apparu à travers les différentes les interventions précédentes, c'est qu'on est quand même un territoire, je trouve, qui est assez dynamique, qui met en place des choses et qui s'interroge particulièrement sur l'environnement. Donc il y a beaucoup de choses à suivre et à faire et voilà. Et si vous souhaitez partager avec nous d'ailleurs des initiatives, faut pas hésiter parce que pour nous c'est vraiment précieux que voilà les gens se mobilisent aussi avec nous pour nous faire connaître les choses qui se passent ici. Donc on a une adresse que je vais mettre aussi dans le chat, comme ça vous pouvez aussi écrire à Nice Matin. Merci. Voilà. Merci beaucoup et merci pour ce journaliste engagé et qui vous en prie. En tout cas, c'est Nice Matin avec votre équipe a fait un travail vraiment remarquable. J'ai lu tous les dossiers que vous avez faits. J'ai trouvé beaucoup d'idées, d'arguments, ce qui m'a donné aussi l'idée de faire ce soir une visioconférence spéciale solutions locales. Parce que nous, on avait déjà beaucoup de choses, mais vous en avez sorti aussi. Et l'ensemble, je crois que fait sens. Merci pour ce travail. Vraiment. Merci à vous. Donc on vient de parler des solutions individuelles, locales. Je remercie encore toutes les intervenantes et intervenants pour les riches apports dans les différents secteurs et leurs domaines d'activité. Et donc on va passer rapidement avec Laurie sur les mobilisations collectives, puisqu'on a vu que l'échelle individuelle et l'échelle locale sont certes importantes, mais qu'il y a aussi des leviers d'action à activer au niveau national, voire supranational. Donc, vous avez tous certainement entendu parler de la COP21, donc les accords de Paris de 2015, lors desquels les États se sont fixés une limite à ne pas dépasser, les plus 2 degrés d'ici 2100. Le problème donc par rapport à l'ère pré-industrielle, le problème de ces engagements, c'est qu'ils ont été simplement déclaratifs et qu'en les compilant tous, en fait, les trajectoires montrent plutôt un futur entre plus 2,3 degrés à plus 3,5 degrés. Et donc, tout ça pour montrer encore une fois l'importance aussi, l'implication de l'ensemble des acteurs de la société, pas uniquement des gouvernements ou des citoyens, mais aussi des autres acteurs dont on vient de voir un très bel échantillon. Et pour ça, il y a plusieurs façons d'agir au niveau national. Je vais passer assez vite parce qu'on a pris un petit peu de retard et qu'on a envie d'avoir quand même un petit peu de temps sur les échanges. Mais on peut se former à ces enjeux. Comme l'a dit déjà, je crois que c'était Gabriel ou alors Thibaut, mais que la connaissance, la compréhension des enjeux était vraiment clé. Effectivement, se former, c'est important. Et cette conférence qu'on a faite là sur la partie solution, mais qu'on avait faite sur la compréhension, elle est accessible et il y a tout un kit pour pouvoir la prendre en main et même la faire à son tour. Donc l'éducation aux enjeux, c'est évidemment un levier clé. Changer son mode de vie aussi, on l'a vu de plein de façons, c'est possible et c'est souhaitable aussi. Faire du lobbying, on sait que c'est aussi les poids économiques qui bloquent les choses parfois et qu'on peut, il y a plusieurs associations, par exemple Green Lobby ou The Shift Project ou pour un réveil écologique qui travaillent activement justement à faire porter ces enjeux auprès du gouvernement, auprès des entreprises et ça peut avoir de l'importance et de l'impact. Et enfin, ces dernières années, on a vu qu'il y avait de plus en plus de mobilisations citoyennes, des marches, des pétitions, des actions pour aller faire porter ces enjeux auprès directement des entreprises. Et ça, en fait, on a vu que ça a marché parce que ça a permis de mettre ces questions à l'agenda du gouvernement. Et ça a d'ailleurs été le cas avec la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, pour faire un très rapide aperçu de la Convention citoyenne pour le climat, c'est un processus démocratique absolument inédit à l'échelle d'un pays de la taille de la France. Donc, un mini résumé, c'est 150 citoyens et citoyennes français et françaises qui ont été tirés au sort selon une composition représentative à la fois en termes d'hommes et de femmes, d'âge, également sur les territoires dans lesquels ils ont été tirés au sort, et notamment aussi en termes de profession. Donc c'était la première fois qu'on avait un tel panel de citoyens et citoyennes qui ont été réunis donc dans 5 groupes de travail différents, se déplacer, se nourrir, travailler et produire, se loger et consommer, pour donc entre octobre 2019 et avril 2020, après avoir pu échanger avec des experts, des membres du gouvernement, des journalistes, etc., se former sur ces différents sujets et arriver à proposer au gouvernement 150 propositions très ambitieuses pour respecter donc la réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 de 40%,
et tout cela dans un esprit donc, de justice sociale. Vous voyez à l'écran la question qui leur avait été posée dans chacune de ces thématiques. Donc effectivement, le résultat a été décrit par beaucoup et est un peu décevant au vu des défis à relever et de l'ambition des 150 pour respecter les fameux accords de Paris. Mais en tout cas, dans le processus en lui-même, c'était la première fois qu'on donnait voix à des citoyennes et des citoyens de la sorte et qu'il y avait vraiment ce réel échange et cette implication au sein des organes gouvernementaux. Donc voilà, on va peut-être passer sur les échanges. S'il y a quelques questions, n'hésitez pas. Ouais. Alors juste peut-être en conclusion rapidement, donc on a vu qu'il y avait plein de façons d'agir, que ce soit à l'échelle individuelle, sectorielle ou collective. Je pense que ce qui est important là-dedans, c'est que dans cette diversité de modes d'action, qu'on trouve chacun et chacune celle dans laquelle on est bien, dans laquelle on est à l'aise, parce que c'est là où on sera le plus utile. Et j'ai étudié en master, j'ai fait un mémoire de fin d'études sur le processus d'engagement écologique. Et j'essaie d'étudier les facteurs d'engagement, justement, et les conditions de bien-être dans son engagement. Et les résultats ont donné 4 facteurs principaux. Il y a l'aspect connaissance, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, et qui sont vraiment fondamentaux pour éclairer nos actions et avoir une action la plus juste possible. Les émotions, parce que tous ces enjeux, évidemment, il y a une intégration émotionnelle, on peut passer par de la tristesse, par de la colère, et en fait, ça, c'est des émotions qui nous portent très souvent et qui sont motrices et mobilisatrices, plus que l'inverse. Et c'est un facteur clé d'engagement. Il y a aussi le collectif dont tu as parlé tout à l'heure, Thibaut. Effectivement, c'est une notion hyper importante de se mettre en collectif pour être dans la solidarité, pour partager des valeurs, pour tendre vers des nouvelles normes sociales et vers des nouveaux récits collectivement. C'est vraiment un facteur clé de l'engagement. Et enfin, l'action, évidemment, parce que le fait de mettre vraiment de se mettre les mains dans la terre et d'agir, ça permet aussi d'alimenter l'action et de voir en fait qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses qui sont possibles et surtout qui sont désirables et épanouissantes. Et ce processus, en l'étudiant, j'ai aussi vu qu'il y avait beaucoup de difficultés liées, mais qu'il y avait aussi une transformation qui nous permettait de se recentrer vers l'essentiel, vers ce qui comptait, et que c'était aussi source de beaucoup de bonheur et de beaucoup de bien-être, et c'est ce qu'on expérimente au quotidien, cette combinaison de difficultés parfois, mais aussi de joie profonde d'aller vers le vivant. Donc voilà, on va pouvoir passer aux échanges. Il nous reste une bonne dizaine de minutes. N'hésitez pas, du coup, si vous avez vraiment des ressentis, des remarques, des réflexions ou des questions sur tout ce qui s'est dit jusqu'ici. N'hésitez pas à prendre la parole directement, à allumer vos micros ou alors à mettre des questions, des remarques dans le chat. Oui, juste pour compléter le propos de Daniel Leblé tout à l'heure sur l'ABC de Moinsartou, il s'agit effectivement de faire un recensement de la biodiversité communale et de pouvoir mesurer les écarts par rapport au travail similaire qui avait été fait dans les années 2011-2014, voir les écarts qui ont pu se produire. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est également un objectif de participation citoyenne. On a mis en place un questionnaire par smartphone qui permet aux citoyens de regarder la petite fleur, les insectes, etc., avec pour idée de dire quand j'observe, j'apprends et effectivement, je deviens sensible à la protection de l'environnement dans lequel je vis. Et puis, le troisième élément que l'on vise, c'est effectivement une adaptation du plan local d'urbanisme, en particulier avec la mise en place de trames sombres pour la vie des animaux nocturnes, et où on s'aperçoit qu'effectivement les insectes pollinisateurs vivent essentiellement la nuit et on a besoin de créer des couloirs sombres entre des zones de forêts sombres pour faciliter les transits. Et en particulier, ça va déboucher sur une action qui est engagée depuis de nombreuses années sur Moinsartou, sur la maîtrise de l'éclairage public, mais pas que, mais aussi l'éclairage des enseignes, des vitrines, etc., qui elles aussi contribuent à la pollution lumineuse. Merci beaucoup pour effectivement ce complément d'information. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et notamment à nos intervenants et intervenantes. Du coup, moi, j'aurais bien une question à Laurie et Nathalie. On t'écoute.
Bon, parce que d'abord merci, c'est vraiment super cette conférence là, vraiment très très sympa. En plus, ça remonte le moral de voir toutes ces choses qu'on connaissait, mais comme l'a dit Malou, tout mis ça ensemble, c'est vraiment formidable. Mais d'un autre côté, on voit aussi la courbe des températures, donc on voit que ne serait-ce que l'accord de Paris, ça peut nous amener à plus 3,5 degrés, qui serait une catastrophe épouvantable, sachant que la loi climat ne fait que même pas la moitié des accords de Paris. Et donc, on va quand même vers des élévations de température épouvantables. Et enfin, moi, personnellement, je n'arrive pas à comprendre que cette prise de conscience soit pas plus partagée. C'est-à-dire que, bon, comment ça se fait que dans les médias, que ça soit pas le sujet, la crise, parce que c'est beaucoup plus grave que le Covid, c'est une catastrophe Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez. Donc bon, moi j'essaye aussi de faire ce que je peux comme tous les citoyens, mais c'est surtout pour les jeunes qui voient ça arriver. Comment est-ce que vous comprenez cette apathie du monde actuel? Ouais, c'est vrai que tu soulèves un point super intéressant et qui vrai quand on est engagé comme nous, c'est pas toujours facile de voir que c'est un sujet qui est souvent mis même dans les journaux, des fois qui est mis en arrière-plan. Je pense que aussi il y a eu entre le moment où les experts scientifiques ont alerté sur cette urgence et le moment où les gouvernements en ont pris connaissance et où c'est arrivé en fait aux oreilles des citoyens et des différents acteurs de la société, il y a eu vraiment des décalages et ce qui fait qu'il y a eu une inertie en fait, je pense aussi dans cette prise de conscience et peut-être aussi dans la manière de prendre au sérieux ce sujet en fait. Et c'est comme c'est un problème sur le temps long, je pense que par rapport à la crise de la Covid qu'on vit au quotidien, qu'on a subi entre guillemets avec le confinement, les masques et qui est visible en fait au sens propre, la crise climatique on l'aperçoit de temps en temps avec l'intensification des événements extrêmes, les incendies, les crues, etc. Mais je pense que c'est très dur d'imaginer vraiment les changements sur les écosystèmes. C'est une échelle de temps et géographique qui nous dépasse. Et donc je pense que c'est aussi difficile pour beaucoup de monde de se projeter et de prendre, pas forcément de pas prendre au sérieux cette urgence, mais en tout cas de voir dans les petits gestes du quotidien un lien avec un sujet aussi complexe et gigantesque. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Laurie. Ouais, je te rejoins dans ce que tu dis et je te rejoins aussi complètement, Yves, sur l'incompréhension en fait du décalage énorme entre l'urgence, entre la gravité de tout ça et entre le peu qui est fait. Et c'est sûr que c'est parfois difficile à gérer, à accepter, que ça crée des sentiments un peu de colère, de tristesse, mais par contre ça n'empêche pas du tout ça donne encore plus de force et de motivation pour agir au local, parce que déjà on sait à quel point c'est important de créer de la résilience locale justement dans tout ce qui va arriver pour s'adapter et se préparer. Si on agit localement, par exemple sur ce territoire, et on va mieux vivre les choses que sur d'autres qui sont absolument pas préparés à ça. Donc rien que pour ça c'est hyper important. Et après j'ai pensé tout de suite à la notion de dignité du présent qui est portée par Corinne Morel-Darleux. Elle parle de ça pour dire en fait que finalement peu importe le résultat qu'il y aura, mais en fait, les actions qu'on porte, elles sont aussi dignes et justes, et que c'est aussi pour ça qu'il faut les porter, parce qu'on ressent que c'est ce qu'il faut faire et que ce qui nous rend vivants, et c'est ce qui est en lien avec le vivant, et que c'est aussi un des principaux moteurs à l'action. Moi, si je peux dire quelque chose, ce qui nous a motivés à nous lancer dans ce programme-là depuis plusieurs mois, c'est justement d'abord d'avoir ressenti cette urgence et ce sens de la catastrophe qui de toute façon peut nous arriver. Et en même temps, de l'autre côté, l'impuissance, quelque part, que ressentent les gens. Et moi qui suis un peu de nature un peu positive, un peu optimiste, je me suis dit, on ne peut pas laisser penser qu'on ne peut rien faire, ça c'est pas possible. C'est pas possible, on a tous des enfants, des petits-enfants, on ne peut pas imaginer d'imaginer leur vie tout de suite. Et en même temps, on sentait bien que les gens disaient « mais c'est trop fort pour nous, ça nous dépasse, on ne peut rien faire, etc. » C'est cette équation-là, moi, qui m'a poussée à nous lancer dans cette opération. Et je crois que c'était vraiment utile
Et il y a aussi l'idée que la Covid, en même temps, nous montrait des choses extrêmement importantes, c'est-à-dire que quand il y a une baisse de l'activité, il y a des choses qui se passent. Ça, il faut quand même le retenir. Mais en même temps, je me suis dit, on perd encore 1 an et demi, parce que tout le monde est concentré sur la Covid, bien entendu. Mais du coup, le temps passe à côté, alors que les degrés, eux, ne s'arrêtent pas de monter. Voilà, donc c'est vrai, Yves, ce que tu disais, c'est qu'on a l'impression que, je remercie Nice Matin, hein, parce qu'ils font des dossiers. Alors, je ne sais pas quelle est la répercussion, quelles sont les réactions des lecteurs, est-ce qu'il se passe des choses, ou est-ce que, on les lit, puis on passe à la page suivante et on va à autre chose, ou est-ce que, justement, ça peut avoir, ça a eu un impact, voilà, est-ce qu'on peut mesurer l'impact de ce qu'on fait? Là, nous, on peut savoir ce qu'on a fait, hein. Vous avez quantifié le nombre de gens que vous avez vus, etc. Le nombre de gens qu'on rassemble, c'est évidemment peu, mais on ne connaît pas tous les effets non plus de la communication. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut quantifier l'impact de nos actions, par exemple? Et par exemple, ce qu'a fait Nice Matin, je vous garantis, Nice Matin a fait des dossiers remarquables sur ces sujets. Et qu'est-ce que ça a été l'écho? Est-ce que Madame de Nice Matin, je sais oui. pas, parce que c'est important la communication. Alors, oui. Après, c'est quand même un public déjà un peu engagé. Hein. Je cache pas que voilà, on a des personnes qui nous lisent. Ils sont déjà impliqués par les problèmes qu'on soulève. Comme justement, en plus, on fait voter nos lecteurs, il y a déjà un engagement de leur part. Pour qu'ils choisissent le thème qu'on va explorer. Donc, les retours qu'on a sont quand même des personnes qui ont déjà un peu les mains dans le cambouis, si je puis me permettre. Mais après, je pense que dans la démarche journalistique, ce qui est très intéressant, c'est que pour rapprocher les gens de ces problématiques-là, c'est aussi à nous de trouver quels impacts ils peuvent avoir, même en dehors de choses qui leur sont peut-être un peu lointaines. Peut-être que le réchauffement climatique, pour eux, c'est pas quelque chose qui leur parle, mais en revanche, peut-être que, par exemple, je prends pour le tri des déchets, le faire baisser le prix de la taxe des ordures, par exemple, ou faire qu'il va y avoir moins d'odeurs ou qu'on peut aussi, par exemple, réutiliser. Là, je pense au service de compostage collectif Avance, ce qui est mis en place, de donner la main à la pâte pour, par exemple, après que le compost soit réutilisé dans des terrains qui vont servir après à mettre en place des cantines bio pour les enfants. Enfin voilà, c'est passé aussi, par exemple, par les familles. Et le local. Voilà, exactement. C'est ça qui, je pense, peut être facteur d'engagement chez les gens qui peut-être au départ sont un petit peu éloignés de ces problématiques-là, parce que les personnes qui sont déjà convaincues le sont déjà et mettent déjà en place les choses elles-mêmes, oui, quoi. Vrai. Mais voilà, je pense. On a l'impression que c'est ailleurs et plus tard. Oui. L'impression quand on parle au niveau mondial, mais quand on parle localement, du coup, ça prend des formes différentes. Il y a des choses ici quand même qui se passent aussi, qui sont assez violentes. Enfin, je pense par exemple au changement climatique, à toutes les tempêtes qu'on peut avoir. Oui. Au débordement, enfin là, la tempête Alex, il y a eu quand même. Mais là, je précise une chose, c'est qu'on a du mal. Moi, je suis élue à plusieurs endroits. Oui. Et on a du mal à faire entendre que c'est quand même bien lié au réchauffement climatique. Alors, tout le monde nous dit qu'il y a déjà eu effectivement des cas comme ça. Mais là, répétitif et tout, on a du mal à ce que certains utilisent le terme de dérèglement ou de réchauffement, surtout climatique. Comme s'il ne fallait pas faire peur. Je veux bien comprendre ça aussi. Mais du coup, si on ne veut pas faire peur, c'est louable, mais du coup, on ne fait pas réagir. Mais si on associe la communication sur les faits à des solutions, à des actions, je crois qu'il n'y a que comme ça qu'on peut c'est sûr. Encourager les gens et qu'on peut leur dire oui, ça va encore nous arriver, peut-être une tempête à Alex ou Simone. Mais qu'est-ce qu'on peut faire entre-temps? Je sais pas possible. Voilà. Il y a un sentiment d'impuissance et en même temps de volonté de faire, et il y a une espèce d'équation là qu'on doit tenir, quoi. On doit tenir. Il faut arriver au bout de cette équation. Non, mais par des actes concrets, des petites actions effectivement du quotidien. Qui veulent pas faire d'enfants. Enfin, je veux dire, de plus en plus de jeunes disent j'ai pas envie d'avoir des enfants. Alors, non pas que c'est pas une notion, je veux dire, c'est pas. Mais du coup, je me dis,
à ce point-là, ça veut dire qu'il y a un découragement devant le futur, devant l'avenir. Et c'est ça aussi qui doit nous motiver à aller trouver ces solutions. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que ça veut dire. Qu'une génération se dise, je n'ai pas pour des raisons différentes, mais pour dire parce que ce qui nous attend n'est pas viable pour nos enfants, on ne va pas faire d'enfants. Et ce n'est pas des cas isolés. Voilà. Moi, ça, je pense que oui. Il y a aussi toute une réflexion qui est en cours aussi. C'est pas forcément facile toujours de se poser des questions. Je sais pas. Enfin, nous, c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas à Nice Matin, avec ce service-là, en partant justement de problématiques. Mais moi, avant, j'étais pas du tout dans le journalisme de solutions, et ça a un peu changé ma manière de travailler aussi. Donc, je pense que chacun, après, petit à petit, va peut-être aussi voir les problématiques, s'intéresser à ces problématiques-là et mettre la main à la pâte. Mais c'est peut-être quelque chose d'assez long, effectivement. C'est ça. On va mettre la main à la pâte. Une bonne idée. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à toute la présentation et à ce qu'on vient de discuter? Je disais en début, mais tout le monde n'était pas là, on avait imaginé une suite et peut-être une conclusion de cette première année. On ne sait pas si on va poursuivre. C'est à vous de nous dire s'il faut poursuivre, comment, etc. On a lancé ça un peu abruptement. On avait l'idée d'un grand rassemblement le 10 juillet, donc je disais tout à l'heure. Mais ça demande encore réflexion par rapport à la date, à la chaleur, etc. Voilà. Sinon, on vous tiendra au courant en tout cas. Alors avec Laurie et Nathalie, on ne sait pas comment on peut poursuivre. C'était les services civiques, donc c'était très intéressant pour tout le monde. Voilà, comment on va continuer? On va se poser cette question. Vous pouvez participer à la discussion aussi. Peut-être nous encourager à trouver des solutions pour pouvoir le continuer, parce que voilà, il y avait un confinement, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait. Et beaucoup s'est fait quand même. Alors, je remercie vraiment encore en votre nom à tous, Nathalie et Laurie. Là, on a eu une chance inouïe de tomber sur vous. Mais vraiment, là, c'est une chance. On a toujours eu la chance avec tous nos stagiaires à service civique, il s'est toujours passé des choses magnifiques. Mais là, c'est tellement spécifique et c'est tellement particulier, je veux dire. Et vous avez en même temps les connaissances et le savoir-faire. Donc, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à tout le monde et surtout, je remercie toutes les intervenantes et les intervenants pour vos projets, votre engagement aussi et à tous les participantes. J'espère que c'était intéressant. La conférence sera rediffusée en ligne. Donc, n'hésitez pas effectivement à en parler autour de vous pour les personnes qui souhaitent la regarder. Et pour creuser des sujets, regardez les premières. Et sinon, on se retrouve bientôt pour peut-être d'autres interventions ou pour le 10 juillet. On l'espère. Et en tout cas, ouais, ça a donné de l'inspiration et de la motivation pour aller encore plus loin. C'est ça. Votre présence. Bon, alors on se dit au revoir pour ce soir. Okay, merci beaucoup. Soirée, bravo, merci vraiment très bien, bravo. Ouais. Félicitations. Bravo Laure et Nathalie. Bravo. Bonne soirée. Bonne Super. soirée. Bonne soirée, merci pour tout. Bonsoir.